Le respect des institutions, ce devoir de citoyen semble s'être émoussé avec le temps dans l'esprit de quelques individus peut-être peu renseignés. Les derniers faits de l'actualité camerounaise nous en donnent quelques indices. Des fake news ou fausses informations divulguées avec intensité sur le prétendu décès du président de la République du Cameroun, celui même qui incarne les institutions de notre pays. Son retour en vie, en chair et en os s'est fait. Ce lundi 21 octobre à Yaoundé, c'était dans une ambiance inédite de compatriotes venus communier avec leur président le long de l'itinéraire de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène au palais de l'Unité. Un grand retour qui finalement a eu le mérite de taire toutes fausses allégations. Mais peut-on simplement oublier le geste désespéré des acteurs de l'ombre qui se plaisent à brouiller les mémoires, encouragés par un contexte démocratique marqué par la liberté d'expression et l'utilisation inavertie des réseaux sociaux, la mésinterprétation volontaire de la Constitution, les ragots sur les personnalités publiques et la divulgation de faux documents accolés KID au Parlement ou aux autres institutions peuvent-ils être justifiés ? Comment contribuer au respect et à la défense de nos institutions? Réponses vous seront données par des intelligences fleuries et aguerries, des politologues politiques, acteurs de la société civile et hommes de médias imprégnés du fonctionnement de nos institutions. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installés. Le débat de Twilight de ce mercredi 23 octobre 2024 se fera en présence du professeur Aboya Manassé. Il est le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université d'Ebolova. Bonsoir professeur et bienvenue. Merci Carlette, merci de m'avoir invité sur ce plateau. À vos côtés, un autre professeur, le professeur Justine Difo. Elle est donc présidente de More Women in Politics. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir Carlette, merci de nous avoir invités. Sur le plateau du débat, autre professeur Olivier Billet, président de Les Libérateurs, un parti politique. Bonsoir et bienvenue professeur. Bonsoir à vous Carlette Esso. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et merci pour l'invitation renouvelée. Et puis, last but not the least, en présentiel, bien sûr, Xavier Messé, un senior de la presse au Cameroun. C'est donc un journaliste aguerri et averti. Bonsoir, monsieur Xavier Messé. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Carlette. Merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être sur ce plateau, partagé avec des enseignants de très haut vol. Je suis très content. Merci donc. Voilà pour le panel réuni pour ce débat sur le respect des institutions. Quelle en est la portée? On va tout de suite commencer par des définitions usuelles, notamment lorsqu'on parle d'institutions dans un état de droit comme le Cameroun notamment. Eh bien, à quoi fait-on allusion, professeur Aboya Manassé? Naturellement, l'institution dont il est question ici n'a rien à voir avec la religion ou alors la sociologie, mais davantage l'institution dont vous parlez renvoie aux institutions politiques, c'est-à-dire des structures politiques émanant du régime politique qui sont définies par la Constitution ou les lois. Donc, les institutions dont nous faisons allusion sont celles qui sont définies par le vote populaire, parce que ceux qui incarnent les institutions sont élus ou sont représentés, sont élus par les représentants, parce que il y a comme au niveau des régions, c'est un vote indirect, donc ce sont les élus qui élisent les conseillers municipaux, les conseillers régionaux. Donc je crois que ainsi campé, les institutions sont l'émanation du vote populaire. Donc c'est une
ce sont des structures qui émanent du régime politique d'un pays et qui sont contenues dans la Constitution. Parce que l'institution ne naît pas au hasard. Il faut qu'elle soit définie par le régime politique et il faut que les citoyens puissent pourvoir à leur mise en œuvre. Donc c'est le vote citoyen qui contribue à mettre en œuvre les institutions. C'est-à-dire qu'on parle des principes, le principe est abstrait, mais la réalité, elle est concrète parce que les institutions doivent prendre forme après le vote des citoyens. Et c'est pour cela que, dans votre introduction, j'ai beaucoup aimé le fait que le peuple est venu attendre le chef de l'État. Parce qu'en réalité, le chef de l'État détient son mandat de qui ? Du peuple. Donc, il n'y a pas d'intermédiation entre le chef de l'État et le peuple. C'est le peuple qui, de par sa volonté, de par le bulletin introduit dans l'urne, qui contribue donc à donner un visage aux institutions. De même que les députés sont l'émanation du peuple. Donc, il y a une intermédiation entre les institutions, leur réalité, leur mise en œuvre à travers le vote populaire. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Nous sommes dans un régime représentatif. Donc, ceux qui nous dirigent émanent de la volonté du peuple. Et c'est au peuple qui rend compte. Et c'est au peuple de décider en dernier ressort. Donc, un fake news ne peut pas remettre en cause le lien ombilical qu'il y a entre un représentant d'une institution et puis le peuple. Donc, c'est pour cela que les mandats courts, pour le président de la République, c'est 7 ans. Pour les députés à l'Assemblée nationale, c'est 5 ans. Pour les conseillers municipaux, c'est 5 ans. Avant que ce mandat arrive à son échéance, on ne peut pas, par n'importe quel mécanisme, mettre fin à la vie d'une institution. Et c'est pour cela que les rumeurs folles qui courent derrière la vie des institutions n'ont pour rien d'autre, aucun autre but que de créer une psychose qui peut amener au chamboulement de ces institutions et créer une émeute populaire. Parce que le peuple est désemparé. Il n'y a plus une institution qui les canalise. Il n'y a plus une institution qui contribue à réguler leur manière de faire et leur manière d'être. On va revenir, professeur, notamment sur cet aspect-là, quel impact que ces réactions peuvent notamment avoir sur ces institutions. Mais professeur Justine Difo, présidente de More Women in Politics, on peut d'ores et déjà parler d'institutions démocratiques. Bien sûr, je voudrais rectifier quelque chose. C'est coordonnatrice nationale, coordonnatrice nationale du réseau de soutien à la participation politique des femmes, Network for More Women in Politics. Alors, vous demandiez si on peut déjà parler de... Institutions démocratiques. D'institutions démocratiques, évidemment. Évidemment, la démocratie est ce mécanisme qui accompagne par le vote la mise en place des institutions. Donc, cette démocratie, effectivement, elle est une réalité chez nous. Elle est une réalité. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire politique pour parler de la démocratie apaisée dans les années 90, incarnée, mise en place par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et dans le cas d'espèce, parlant des institutions justement, il est l'incarnation, n'est-ce pas? Il est l'incarnation, le président de la République est l'incarnation de l'institution présidentielle. Donc on ne peut pas y toucher n'importe comment, on ne peut pas en parler à l'emporte-pièce, au pied levé, même par la vertu comment on appelle ça, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quel que soit l'empressement, quelle que soit l'urgence, quelle que soit la motivation derrière le désir de changement, de transition, il faudrait justement, parallélisme des formes oblige, respecter les canons, respecter les bases juridiques, respecter les fondamentaux de la démocratie, effectivement. Et nous sommes justement dans ce cadre d'une démocratie inclusive où tous les autres acteurs politiques ont été appelés sur la table de négociation. Il en parlera mieux que moi parce que dans les années 90, justement, lorsque le peuple réclame l'ouverture démocratique, le multipartisme, la liberté d'expression, liberté d'association, le président Paul Biya dit, ben voilà,
j'ai trouvé un cadre d'expression fermé. Il vaut mieux l'ouvrir en chantre de la paix et de la cohésion sociale. Il a très vite compris que la cohésion sociale dépendait également de cette démarche qu'il fallait mettre en place pour donner la parole aux Camerounais, pour que ce soit eux qui mettent en place justement ces institutions qu'ils devraient ensuite respecter sans autres obligations, de façon délibérée, parce que ce sera eux justement qui auraient mis en place ces institutions. Professeur Olivier Billet, des institutions démocratiques. Tout de suite, on voit la figure du président de la République, on voit la Constitution. Que voit-on encore? Alors, Carlet Tessot, je dirais, dans un premier temps, que j'étais un peu, je dirais un petit peu mal à l'aise avec la formulation de votre thème de l'émission. J'aurais peut-être dit respect de l'institution présidentielle, c'est peut-être de ça que vous souhaitiez que nous parlions, parce que les institutions, je crois, englobent un ensemble assez conséquent d'organismes, n'est-ce pas, qui ne sont pas seulement du domaine de la présidence de la République. Donc, s'il est question du respect de l'institution présidentielle, parce que l'actualité récente nous a amenés vers tout ce que nous savons désormais, je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais simplement dire dans un premier temps, et vraiment c'est, je crois, l'une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois où je me suis exprimé sur ce sujet, c'est que pour ma part, le président de la République est en effet l'incarnation de l'institution présidentielle, incontestablement. Et j'adhère évidemment à ce qu'ont pu dire mes collègues précédemment. J'ajoute à cela que, au fond, quel que soit le contexte qui prévaut, il est important de considérer que nous sommes d'abord des humains. Et moi, je suis un fidèle lecteur de Hannah Arendt, La condition humaine. La condition humaine nous montre à quel point est-ce que parfois, à quel point nous pouvons être... elle nous montre l'insignifiance de l'humain. Voyez-vous, j'aime beaucoup cette parole de Salomon qui parle de la vanité. Voyez-vous. Et donc, véritablement, il faut que nous, en tant que Camerounais, nous rappelions qu'effectivement, l'être humain n'est qu'un être humain, en fait. Et qu'il n'y a pas lieu, de mon point de vue, quel que soit le contexte, quel que soit le degré d'animosité que les gens peuvent avoir sur la scène politique, quelles que soient les confrontations que vous pouvez avoir. D'ailleurs, la confrontation politique, elle doit être sur les idées. Elle ne doit pas être sur la vie des gens. Elle ne doit pas être sur la vie du président de la République. Je le dis, dans toute ma position d'un acteur dont chacun sait, les positions extrêmement fermes sur en matière d'idées, mais j'ai tenu vraiment dans un premier temps à rappeler que le président de la République reste un humain. Et il me semble que j'ai été, en tout cas moi pour ma part, extrêmement choqué de voir que certains de nos concitoyens aient pu s'établir dans une logique qui consistait soit à souhaiter sa disparition, parce qu'on ne souhaite pas la disparition de quelqu'un. Nous sommes des hommes appelés tous à vivre et à disparaître. Donc, il fallait absolument faire cette précision dans un premier temps. Mais maintenant... Et je tiens à vous rassurer sur le thème de cette émission, respect des institutions, quelle en est la portée. C'est notamment toutes les institutions de la République du Cameroun. La question était celle de savoir, quand on parle d'institutions, on voit la Constitution, on voit le président de la République, mais que voit-on ensuite ? Écoutez, c'est un tout autre débat à partir de ce moment-là. Parce que qu'est-ce qu'on voit en dehors du... Parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, les institutions au sein d'un État, c'est cet ensemble d'instances qui... comment on va dire ça, qui régulent la vie de l'État. Elles sont faites d'acteurs qui sont élus. Elles sont également faites d'acteurs qui ne sont pas toujours élus. Elles sont également faites de cet ensemble de textes, de lois, cet arsenal normatif qui préside, qui gouverne la vie de l'État. Et
il faut voir les institutions dans cette perspective large. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire simplement que dans notre contexte, évidemment, les institutions ne sont pas immuables. Elles ne sont pas incontestables. Dans tous les pays du monde, il peut arriver que on estime qu'à un moment donné, telle disposition de la Constitution, par exemple, ne soit plus adaptée au temps. Souvenez-vous, par exemple, de la fameuse Constitution française de 1958 qui fait office de référence. C'est-à-dire que lorsque le général de Gaulle la met sur pied avec un certain Michel Debré, c'est parce que la France avait été travaillée les années précédentes par un ensemble de crises institutionnelles qui avaient établi une instabilité absolument notoire et structurelle sur la France. Et la France n'était plus gouvernée. Elle s'est trouvée dans une situation où il fallait absolument trouver un mécanisme pour profondément réviser cette constitution, aller vers une nouvelle constitution qui allait permettre à l'État de retrouver toute sa stabilité. Donc, pour vous dire, Carlet Tessot, que la constitution même, je crois que les politologues disent qu'elle est 9 variétours. N'est-ce pas? Et donc, considérons simplement qu'un État, c'est une entité dynamique qui peut connaître des révisions, des améliorations, des mutations. C'est ça qui fait la dynamique, le dynamisme d'un État. Les institutions ne sont pas faites pour demeurer tout le temps les mêmes, pour qu'on applaudisse tout le temps. On dit que voilà, etc. Il arrive au demeurant que dans le cas du Cameroun, sur un certain nombre de sujets, chacun voit bien que les institutions posent des problèmes. La question de la loi électorale, la question du système de ce que moi j'appelle habituellement le parti-État, dans sa manière de fonctionner, dans un État qui est supposé être un État démocratique. Voyez-vous? Donc il y a, je crois, et à ce niveau-là, je crois que la chose qui se passe généralement dans les démocraties avancées, c'est la conversation, c'est le dialogue qu'il peut y avoir à un moment donné entre ceux qui détiennent le pouvoir et les autres acteurs. Parce que le général de Gaulle que je mentionnais là, la Constitution de 58 est demeurée stable, quels que soient les gouvernants, parce qu'il y a eu un consensus énorme et robuste sur la manière dont l'État français devait pouvoir être gouverné. Voilà. Avant de donner la parole à Xavier Monsieur, le professeur Justine Diffot qui tient à revenir sur ses propos, cette constitution-là qu'on dit immuable au Cameroun, elle a changé plusieurs fois, mais il n'y a pas que la constitution en tant que qui compose parmi les institutions du Cameroun. Oui, la constitution a notamment été modifiée en 1996 et en 2008 pour mettre en place justement des nouvelles règles en fonction des besoins de l'heure, n'est-ce pas? On sortait des émeutes de 2008, n'est-ce pas, où on a eu cette révision constitutionnelle, mais ça ne devrait pas, les lois ne devraient pas, si elles sont encore juste à propos, les lois ne sont pas appelées à être modifiées tout le temps au gré des circonstances. Il faut qu'il y ait bien un événement, il faut qu'il y ait bien quelque chose qui justifie une motivation populaire. Notamment, nous avons eu le grand dialogue national en 2019. Si cela appelait, si le grand dialogue national, comme cet espace convoqué par De Gaulle, avait abouti à une modification de la Constitution, on aurait pu le faire. Mais là, on est sorti du grand dialogue national avec la décentralisation, qui, ma foi, est en train d'être mise en place de façon progressive. On a le statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une réponse aux besoins des populations. Donc, il faudrait savoir raison garder et ne pas manipuler. Je connais ce grand philosophe Montesquieu qui disait qu'il faut élaborer les lois en tremblant. Parce que c'est quelque chose de terrible. La loi peut être modifiée pour corriger, mais également pour, n'est-ce pas, répondre à des besoins pressants. Et chaque fois qu'on est dans la précipitation, ma foi, tout le monde sait qu'on peut ne pas réunir tous les éléments nécessaires pour justifier la modification. C'est pour ça que nous sommes, pour notre part, tout à fait réservés. Il faudrait prendre le temps nécessaire, le temps qu'il faut pour mesurer, consulter, évaluer, faire le diagnostic organisationnel, le diagnostic institutionnel, le diagnostic socio-anthropologique pour s'assurer qu'effectivement la modification qui va arriver
est opportune et calée dans le temps. C'est-à-dire notamment qu'il y a un processus pour aboutir à ces révisions absolument. constitutionnelles notamment. Mais Xavier Messeux, journaliste senior, le problème ici, c'est notamment cette communication éparse, cette communication notamment non contrôlée dans les réseaux sociaux, une communication, devrait-on dire non professionnelle notamment, qui fait en sorte que tout le monde est désormais informateur, tout le monde peut désormais donner des nouvelles, tirer à bout portant sur des personnalités. Quel est votre commentaire là-dessus ? D'abord, permettez-moi de vous remercier, vous féliciter et vous remercier parce que nous traversons un moment extrêmement délicat, difficile, très sensible. C'est-à-dire ce moment-ci, avec tous les sujets que vous avez évoqués là, le respect des institutions, le retour du président, les nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux et qui sont parfois infondées. Et puis, vous avez programmé cette thématique. Quand je l'ai lu, j'ai dit, mais c'est très intéressant. Et puis, en plus, vous avez constitué un panel de très haut niveau où tout le monde est enseignant. Bon, même si je suis enseignant par déterminatif, également, parce que je suis d'abord journaliste, j'ai le plaisir de partager les salles de classe salistique avec mon frère Olivier, mais je reste d'abord un communicateur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais tiens, on va parler de ce sujet-là à un moment vraiment indiqué. Alors, en parlant de ce moment indiqué, vous savez, même quand il faut vulgariser une communication, quand il faut vulgariser une information, il faut savoir de quoi on va parler d'abord. Et tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la définition, les deux professeurs qui ont redéfini la Constitution, ils sont restés très académiques. Et vous savez, nous avons cette obligation de ramener toujours l'information vers le bas pour essayer de vulgariser et la mettre à la portée de tout le monde. Et je vais essayer de faire ça. Je vous dis, lorsque, en venant ici, j'ai pensé à la constitution biblique, si on peut appeler ça comme ça, la loi de Moïse. Hein? La loi de Moïse, un tableau sur deux tableaux avec 2 colonnes, et avec ces 10 commandements qui sont là, on vous dit... il faut aimer Dieu de tout votre cœur, il faut aimer les parents, tout et tout. Et puis, les enfants vous posent parfois des questions pertinentes. Dieu, il est où là? Comment je vais aimer? Et exactement, je pourrais ramener la question des institutions à cette question-là qui est régulièrement posée. Parce que quand vous allez en première année, vous prenez des étudiants qui viennent de première année, qui rentrent en première année, qui viennent de terminale, je vous assure qu'ils vous posent des questions qui, pour vous, elles sont naïves. Pour eux, ce sont des questions pertinentes. Ne soyez pas surpris qu'en 2e année d'université ou en première année, un étudiant vous demande, mais la Constitution, c'est quoi? Les institutions, c'est quoi? Vous voyez? Et moi, je pense qu'il faut aller avec une information pédagogique et minutieuse, point par point. Comment je répondrai à ces questions-là si je suis interrogé par les enfants? J'habite dans mon quartier, en face de moi, il y a une école qui part de la maternelle, et puis il y a Kouma 1, Kouma 2. Tous les matins, les enfants de cette école chantent l'hymne national. Tous les matins. Ils chantent l'hymne au moment où on lève le drapeau. Ils chantent l'hymne peut-être vers 10 heures. Et puis si je suis à la maison, je vais écouter. Ils chantent individuellement et collectivement. Bon, à partir de là, il faut commencer à dire aux enfants, l'hymne là, le drapeau là, ce sont les institutions. Et puis, comment vous allez respecter les institutions? C'est pas quelque chose que vous attrapez comme ça. Lorsque j'ai un document des institutions, c'est un livre avec des codices reliés, puis avec des textes, l'encre sur le papier. Mais comment amener un enfant à comprendre que ce que tu tiens là, c'est précieux? C'est ça les institutions. Je crois que cette éducation pédagogique nous amène progressivement à faire comprendre aux enfants que ce que vous tenez là entre les mains, il y a non seulement des gens qui ont conçu, il y a des gens qui l'appliquent, et il y a des gens qu'il faut respecter parce qu'ils incarnent ce document que vous tenez là en main. Ça, c'est très important. Alors, petit à petit, vous allez faire comprendre aux jeunes, aux moins jeunes, que les institutions, ce n'est pas quelque chose de palpable, mais
c'est le texte que les gens ont conçu pour régler la manière dont nous vivons dans une société. Oui. Et que vous ne devez pas seulement respecter ce document, il y a des personnes qui incarnent ce document-là, qui ont conçu les institutions et que vous devez absolument respecter. Parce que ce sont ces personnes qui incarnent ces institutions. Le drapeau que vous saluez, l'hymne que vous chantez tous les jours, c'est ça. On peut aller plus loin. Vous permettez que je vais encore... vous savez, j'aime parler de manière anecdotique. Je suis rentré à Yaoundé dimanche. Dimanche, j'étais pas là. Et puis, quand je suis rentré tard, j'ai des habitudes qui ne sont pas toujours bonnes. Et il était 22, 23 heures. J'ai dit, mais tiens, je vais aller dormir maintenant, c'est pas possible. Alors, je suis sorti à un snack non loin de chez moi. J'ai dit, je vais aller. Et puis, les gens de chez moi verront que Nestor, il est de retour. Je suis assis sur la véranda. Je prenais un pot là. Je vois un couple qui arrive avec un garçon de 13 ans. Oui. Le couple entre dans le cabaret où il y a des chansons et des danses obscènes et ils ont laissé cet enfant là, assis. Après, bon, je vais partir. J'ai demandé à l'enfant, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis avec mes parents. Vos parents sont où? Tes parents sont où? Il dit, ils sont dedans. Ils sont partis faire, ils sont allés danser. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je lui ai demandé quel âge tu as. Il me dit, j'ai 13 ans. Tu vas à l'école? Oui, je suis en 5e, dans tel collège. Je vous assure que j'avais envie, si j'avais laissé mon téléphone à la maison, j'appelais le commissaire de notre arrondissement pour qu'il vienne s'occuper de ce cas-là. Vous voyez? Cet enfant-là, les parents vont sortir à 4h du matin ou 5h du matin. Il sera là en train de dormir. Comment vous allez expliquer à cet enfant-là que pour eux, les parents qu'ils ont là, le père et la mère, pour eux, c'est Dieu. Alors, ils ne comprennent pas le rôle des parents. Vous allez commencer à à cet enfant-là, à lui parler des institutions. Ils ne voient pas d'abord la responsabilité, les parents qui doivent déjà s'occuper d'eux. Et moi, je pense que ce genre de cas-là, il faut qu'on remette comme à l'entrée de chaque débit de boisson, chaque restaurant, ce qu'on avait là, comme le tableau de Moïse, avec des lois. Vous ne devez pas venir ici avec des mineurs. Vous ne devez pas entrer ici avec c'est tout cet ensemble-là qui amène les gens à comprendre qu'il faut respecter les institutions. Vous êtes entendu, professeur Aboya Manassé, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université des Bolova dans la région du Sud. Merci d'ailleurs d'avoir fait le déplacement. Alors, on parle d'institution, on parle de respect, mais pourquoi? Déjà, Carlette, je voudrais restituer un petit écart qu'il y a eu. Votre question posée reste d'actualité. Vous avez demandé quelles sont les autres institutions. Quoique la Constitution les définit. Président de la République, institution du pouvoir exécutif, et puis Sénat, et puis Assemblée nationale, institution du pouvoir législatif, Conseil économique et social, ainsi de suite. Je pense que les institutions politiques dont il est question sont définies dans la Constitution. C'est de ça qu'il s'agit. À ne pas confondre avec l'éducation civique que nous enseignons aux enfants du primaire, voire du secondaire, où on apprend à chanter l'hymne, où on apprend les armoiries de la République, c'est l'éducation civique. Donc le dosage vient de manière progressive. Il y a tout un cours, parce qu'il a parlé des enfants, il y a tout un cours d'institutions politiques en première année de droit, dans le cadre du droit constitutionnel. Donc, votre question n'était pas dénuée de sens, elle signifiait quelque chose. On ne doit pas confondre ces institutions-là avec les autres aspects qui entrent dans l'éducation à la citoyenneté. Bon, maintenant, votre question consiste à dire, s'il vous plaît, si vous pouvez me la répéter. Institution, respect de ces institutions, mais pourquoi? Mais justement parce que quand vous lisez le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, le contractualisme, c'est cette plaidoirie en faveur d'une association qui est à même de garantir l'existence de tous sans qu'ils soient
détruit par la force des autres. Et la première institution, c'est déjà l'État. L'État. C'est la première institution. Et tout ce qui incarne l'État. Le respect donc doit commencer par l'État. Vous voyez, à Mokolo, ils aiment blaguer, ils demandent, vous boudez l'État. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que vous n'avez pas le droit de bouder l'autorité, comme on dit vulgairement. La première institution, c'est l'État. Or, vous voyez les atteintes à l'autorité de l'État. Vous voyez tout ce qui se passe comme gestes irrévérencieux, portant atteinte à l'État et aux autorités qui les incarnent. Le respect dont il s'agit, c'est de ça. Ça veut dire que ces gens-là, qui incarnent l'État, à travers les différents démembrements possibles. On parle du président de la République. Le président de la République, c'est aussi le gouverneur. Le président de la République, c'est aussi le préfet et le sous-préfet. On les appelle chefs d'État. Donc, ce sont les démembrements du pouvoir présidentiel. Donc, le président de la République est à Itoudi, mais il est partout au même moment, parce qu'il est représenté partout. Le gouverneur parle au nom du président dans sa circonscription administrative. Le préfet, le sous-préfet, ainsi de suite. Donc, le président de la République est partout, parce que c'est l'institution dont la photo est dans tous les bureaux. C'est pour se rappeler que la première institution à respecter, c'est le président de la République, celui qui incarne les institutions. Ça ne se négocie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune honte à ce qu'un doyen de la faculté ait la photo du président de la République au-dessus de son bureau. Parce que c'est le président de la République. Ça veut dire que le respect lui est dû. D'ailleurs, c'est lui qui me nomme. Pouvoir délégué. C'est lui qui me nomme par décret présidentiel. Donc, c'est ce respect dont il s'agit, de ne pas en parler n'importe comment, de ne pas l'évoquer à tort et à travers, au risque d'être considéré comme celui qui manque justement du respect à l'État et aux institutions qui l'incarnent, dont la première est le président de la République. C'est-à-dire que, professeur Justine Diffot, tout le monde est tenu, et même ceux qui incarnent ces institutions-là, de les respecter. Absolument, absolument. C'est un devoir citoyen, dans la mesure où, dans nos cours justement sur la citoyenneté responsable, nous disons que les citoyens devraient être des citoyens modèles. Nous tous, nous devons être des citoyens modèles. Il a pris l'exemple de ce couple qui sort avec l'enfant et ne s'en occupe pas. Mais la famille est une institution, l'institution familiale. Et les parents représentent cette institution, la famille qui est l'un des socles de notre société. J'allais même dire que c'est le socle fondamental. La première institution, c'est le mariage qui donne corps à la famille. Et c'est biblique. C'est dans nos textes également. Donc, lorsque les parents affichent un comportement, les enfants apprennent en observant, par mimétisme. Ouais. Ça, c'est irrespectueux à l'égard de nos institutions et à l'égard de la famille qui représente cette institution-là. Et quand ces enfants grandiront, ils perpétueront le désordre qu'ils ont vu pratiquer par leurs parents. Alors, oui, nous devons être des citoyens responsables et exemplaires. C'est un devoir citoyen, c'est pas parce qu'on est responsable qu'on est une autorité qu'on doit respecter. Non, c'est un devoir de tous et de chacun. Et ça me rappelle quand je revenais de la projection du film documentaire tout à l'heure, je suis ressorti de là avec une phrase chère au président de la République qui a dit ceci, que si tous les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Unis en quoi? Unis par le lien de la Constitution, par le lien de l'État-nation, par le lien de l'appartenance citoyenne. C'est ce sentiment d'appartenance qui fait que l'on dise « je suis fier du Cameroun, je suis fier d'être camerounaise ». On ne dit pas « je suis fier d'être Baham ». Non, on est d'abord fier d'être camerounais, d'être né au Cameroun et de défendre les couleurs de notre pays. Parce que s'il y a un désordre qui arrive, c'est d'abord au Cameroun, c'est d'abord l'image du Cameroun que nous projetons qui est écornée.
on n'ira pas chercher de quelle tribu je viens. Donc, si les Camerounais sont unis et solidaires, c'est une solidarité citoyenne, c'est une solidarité autour des valeurs de la République, autour des valeurs qui incarnent notre nation, autour des valeurs institutionnelles qui sont inscrites dans la Constitution de la République, que tout le monde devrait connaître. Nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi constitutionnelle est la loi fondamentale. C'est comme l'acte de naissance de chacun. Chacun devrait garder sa constitution jalousement parce que lorsque nous posons des actes, c'est l'étranger. Vous avez vu Jeune Afrique, l'éditorialiste de Jeune Afrique est très rapidement sorti de son coin pour venir qualifier le Cameroun de n'importe quoi, dire des choses portées haut, jugées, appréciées, condamnées, exécutées. De quel droit? Il n'est pas camerounais. Ce sont les Camerounais et c'est nous qui devons tout faire pour que l'image de notre pays, n'est-ce pas, par respect à nos institutions et par respect au président de la République, soit protégé et soit gardé jalousement. Professeur Olivier Billet, ce n'est pas trop demandé aux Camerounais de respecter les institutions et d'ailleurs, ce n'est pas une particularité du Cameroun. De respecter les institutions? Bien évidemment. Sur le principe, bien évidemment, il faut considérer que lorsque un groupe d'individus a fait le choix de s'organiser sous la bannière d'un État, quelle que soit la nature de cet État-là, il est tout à fait évident qu'il y a là des institutions qui ont cours, qui prévalent, et qu'il faut pouvoir respecter. Il faut pouvoir respecter les institutions qui ont cours, même si, bien évidemment, j'ajouterais simplement qu'il peut y avoir contestation de l'ordre institutionnel par un certain nombre d'acteurs au sein de cet État. Contestation qui doit s'opérer de la manière la plus républicaine possible, de la manière la plus conviviale qui soit, correspondant aux normes démocratiques devant prévaloir au sein d'un État civilisé, n'est-ce pas? Et non pas le fait de verser, si vous voulez, dans des logiques qui sont des logiques d'ensauvagement, que moi je n'approuve pas, que je désapprouve. Parce que je pense que la vie politique au sein d'un État qui a des prétentions démocratiques doit s'accomplir selon la modalité que Thierry Michalon établit comme étant, il dit, avoir une idée politique, avoir un programme politique, c'est avoir une idée précise du dosage des mesures économiques, sociales et culturelles qu'il faut appliquer dans son État, dans son pays. Et il dit que la vie politique doit être faite de la confrontation de ses idées et de ses programmes. C'est une définition d'un publiciste français qui me convient parfaitement, dans la mesure où elle établit clairement aussi que dans un environnement démocratique, tous les citoyens ne sont pas appelés à être enrégimentés dans une certaine manière de concevoir les choses, me semble-t-il. Il me semble que dans un univers de cette nature, qui a cette prétention, à moins alors qu'on définisse l'univers dans lequel on est comme étant un univers d'une autre nature, parce que dans un univers autocratique, dans un univers d'une autre nature, il est certain que la logique sera certainement différente. Mais dans un univers comme celui du Cameroun, où nous pensons, depuis les années 90, que notre pays doit pouvoir évoluer vers ce mouvement de démocratisation, que nous avons tous salué et que nous saluons toujours, eh bien, il est important de concevoir qu'il faut il faut du dynamisme. Il faut considérer qu'on ne va pas tous, je ne vais pas nécessairement avoir la même manière de penser que mon collègue le professeur Aboya Manassé, n'est-ce pas, qui est militant d'un parti politique. Et que dans un environnement où on a estimé qu'il faut qu'il y ait de la discussion politique, du débat politique, un débat de qualité, eh bien que nous puissions nous mettre là pour échanger idée contre idée, en nous respectant naturellement. Et donc, tout ce qui va procéder, à mon avis, de, comment qualifier ça, de l'ensauvagement, comme je le disais tout à l'heure, de logique d'insurrection cybernétique, dans l'objectif de, je dirais,
de nuire à cette institution qu'est la présidence de la République, à travers l'acteur qui l'incarne, je vous dis, moi, je n'en suis pas. Et je n'en serai jamais. Parce que je souhaite aussi que le jour où je suis en situation, que ce même respect de ces institutions-là soit établi de la même manière. On récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Voilà. Vous dessinez le diable sur les murs et il apparaît. Donc, je crois que sur ce point-là, il est important aussi de dire, Carlet Tessot, quand même, que bon, peut-être devrions-nous nous interroger aussi, professeur Difo, mon cher professeur Aboya, peut-être devrions-nous nous interroger aussi sur les motifs, les déterminants qui peuvent être au principe de ces logiques extrêmement conflictuelles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe au Cameroun, là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui approuve ça. D'ailleurs, vraiment, je vous dis, moi, la logique qui prévaut chez moi, vous avez parlé des canaux lorsqu'on on veut contester ou lorsqu'on veut présenter des idées concrètes. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, de la même manière que j'estime que ceux qui se sont établis dans la logique de la chienlit, pour parler comme le général de Gaulle, encore une fois, non pas que je sois un disciple, mais simplement que, bon, là, quand une pensée est pertinente, on peut la convoquer. Je considère que vraiment ce qui s'est passé, quand même, ces derniers jours au Cameroun est assez désolant. Moi, je termine simplement, si vous le permettez, avec tout de même quelque chose qui me paraît quand même essentiel, c'est de dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on dessine le diable sur les murs et il apparaît. Faisons quand même attention sur la manière dont nous organisons notre État, sur la manière dont nous faisons fonctionner nos institutions. Peut-être parce que, de mon point de vue, en toute honnêteté, vraiment en restant quelqu'un dans un propos extrêmement civilisé, eh bien, je considère que c'est probablement aussi notre manière de faire, de conduire les choses, l'État, qui peut orchestrer, occasionner cette espèce de désordre, de bordel institutionnel ou plutôt social qui s'établit chez nous. Alors, parlant de la manière de faire, Xavier Messeux, journaliste senior, les médias jouent quand même un rôle crucial, un rôle important aujourd'hui dans le respect de ces institutions démocratiques. Le rôle des médias dans le respect des institutions est à la fois vaste et limité. Vaste et limité, je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'abord, tout à l'heure, le professeur Aboué a redéfini les institutions, il est resté sur la partie étatique. Et j'ai été très content de voir Justine Difo revenir là-dessus en appuyant sur la première institution qui est familiale. Ça, c'est très important. Parce que, vous voyez, il y a une conjonction qui est obligatoire. C'est-à-dire quand vous avez la responsabilité, j'insiste toujours sur le problème d'éducation. C'est très important. Quand vous éduquez des enfants à la maison, il y a un relais à l'école. Et lorsque les deux institutions, celles qui forment ce que le professeur Aboya a dit, celles qui forment à l'école et celles qui forment à la maison, l'enfant est pris en étau. C'est-à-dire il n'a pas à échapper. Vous avez la chance d'avoir un bon produit. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut insister, quel que soit les cas, sur la place de l'éducation dans les deux formes. Vous ne pouvez pas éduquer l'enfant à respecter les institutions étatiques qu'il connaît progressivement, lorsque à la maison, la première institution, là, elle n'a pas cerné, n'est-ce pas, l'éducation de base de l'enfant. Donc, c'est pour ça que je voulais dire. Mais maintenant, pour revenir à votre question, j'estime que il ne faut pas exagérer sur le rôle des médias aujourd'hui. Ce rôle est très important. Mais aujourd'hui, les médias ont pris tellement de l'importance sur le plan de la diffusion des informations à la fois vraies et fausses que on ne peut pas les contrôler. On ne peut plus. Nous sommes rentrés de plein pied dans ce village planétaire qu'on évoquait dans les années 60-70. On pensait que c'était quelque chose d'irréalisable. Maintenant, nous y sommes. Nous y sommes et puis ça fait que lorsque vous pensez contrôler une information et elle vous échappe, elle vient de partout, les gens vous disent du n'importe quoi et vous n'avez plus la maîtrise. Vous n'avez plus la maîtrise. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que autant les médias responsables, vous savez, j'ai passé une bonne partie de ma journée au tribunal parce que il fallait voler au secours même si je mets entre guillemets un confrère qui
Donc j'espère que la manière dont il a rendu une information, toutes les règles déontologie n'ont pas été respectées. Et puis bon, il est là-bas, nous sommes en train de supplier. Bon, alors donc, excusez-moi, je termine par là. Je voulais dire que les médias nationaux ou les médias internationaux qui évoluent dans un cadre tout à fait formel et respecté, ces médias-là diffusent une information qui vraiment, à quelque peu, on peut estimer qu'elle est bonne. Mais vous avez maintenant les réseaux sociaux qui ont une capacité de nuisance énorme et qui peuvent vous faire dire du n'importe quoi, qui vous font. Et puis ces réseaux sociaux qu'utilisent une autre catégorie des formateurs qu'on appelle les influenceurs, sont venus davantage empoisonnés. On va marquer une première pause dans cette édition de Twilight qui vous revient dans quelques instants. À tout de suite. Bon retour sur le plateau de Twilight. Le débat se poursuit sur le respect des institutions. Quelle en est la portée? Xavier Messé, journaliste senior, vous parliez tantôt de ce rôle des médias, mais aujourd'hui, quelle doit être plutôt la contribution des professionnels des médias cette fois pour notamment contrer ou alors faire face à ces diverses réactions dans les réseaux sociaux? Vous voyez, les hommes des médias que nous sommes, les vrais, nous n'avons pas beaucoup d'armes pour contrer. Mais ce que nous faisons, c'est que, vous savez, quand quelqu'un dit qu'il a écouté la CRTV, ce sont des informations vraies. Lorsque vous avez lu Cameroun Tribune, on ne va pas démentir, ça peut arriver. On sait qu'il y a des informations vraies qui sont publiées. Si vous voulez que je fasse la publicité aussi de mon journal, si vous lisez le Calam, vous verrez qu'on publie des informations vraies. Alors, mais il y a à côté de cela l'invasion des réseaux sociaux, l'invasion des Et comment blogs. faire? Qu'est-ce qui doit déterminer? Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vers la source d'information. Je vais vous dire, ce qui provoque, ce qui crée l'information, ce sont les institutionnels, les ministères qui vont à la source, les hommes d'affaires, les entreprises qui donnent l'information. Alors maintenant, la meilleure manière pour les hommes politiques, que ce soit les hommes politiques comme Olivier, que ce soit les hommes politiques gouvernementaux, il faut toujours avoir recours à ce que nous appelons des dossiers de presse. Chaque fois qu'il y a un événement important, il faut qu'on constitue un dossier de presse. Et les véritables médias vont consulter le dossier de presse pour prendre l'information vraie. Alors, lorsqu'il n'y a pas cette information vraie, on fait le lit aux réseaux sociaux. On fait le lit aux lanceurs d'alerte. Donc, compte tenu de l'immensité des réseaux sociaux, compte tenu du fait qu'ils sont un peu partout et qu'ils ne sont pas saisissables, ce ne sont pas des gens que vous allez trouver dans un local comme la CRTV logée ici en balade. On sait, ce sont des gens qui parfois ont leur rédaction dans leur chambre, dans leur téléphone. Qu'est-ce qu'il faut éviter ici, la précipitation? La précipitation, on ne peut pas éviter la précipitation, mais il faut toujours de l'anticipation. Toujours. Oui, lorsque vous avez un problème, il faut anticiper. Lorsqu'il n'y a pas d'anticipation, tout de suite on fait le lit aux réseaux sociaux. Vous savez, lorsque vous avez vous êtes entendu, vous avez publié sensationnel. Vous avez publié un dossier de presse. Le premier. Mais oui, il y a toujours le scoop. Le scoop existe toujours, mais quand le scoop est faux, vous voyez, il faut sanctionner. Vous n'êtes pas éloigné, n'est-ce pas, des fake news. Hein. Il faut que le fake news. Alors, professeur Aboya Manassé, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université des Bolova, dites-nous comment véritablement faire aujourd'hui donc pour comprendre aux citoyens la portée des institutions démocratiques. Le travail doit être fait à travers les fondamentaux. Et ces fondamentaux consistent à mettre davantage l'accent sur les principaux facteurs de socialisation politique. Donc la famille, l'école, les médias dont parlait mon grand frère Xavier tout à l'heure, sont incontournables dans la socialisation politique. C'est quoi la socialisation politique? C'est le processus par lequel on contribue à intérioriser le système politique dans
le subconscient des uns et des autres. Donc la famille a un rôle extrêmement important. C'est pour ça qu'on a parlé de l'institution familiale. L'école, c'est une institution républicaine qui façonne les perceptions. Et l'éducation dans un pays est incarnée par l'État. C'est l'État qui autorise les établissements à ouvrir. C'est l'État qui valide les programmes d'enseignement qui doivent être dispensés dans les écoles et même jusqu'à l'université. Et c'est pour ça que ces ministères-là sont offensifs parce qu'ils sont en charge de la jeunesse. D'où la place importante de l'université. Et vous voyez qu'aujourd'hui à l'université, on est revenu au b.a.-ba. On chante l'hymne tous les lundis. C'est-à-dire qu'on ramène des étudiants à avoir des correctifs si ça a été relâché au niveau beaucoup plus bas. C'est-à-dire que nous avons le devoir de former les citoyens responsables qui comprennent les enjeux. Et le cours justement que j'ai dispensé avant-hier dans ma faculté, j'ai demandé aux étudiants de première année de me faire une fiche de lecture des informations du week-end pour les amener à suivre les informations. Les informations au quotidien, parce que les étudiants ne sont pas coupés de leur environnement. Les étudiants, au contraire, doivent être connectés avec les informations qui concernent la vie de leur nation, avec la vie de la République. Et maintenant, l'Église. Vous savez que les églises prient chaque dimanche pour les autorités, et voire au-delà. Ça veut dire que la religion a une place importante et contribue à accompagner l'État dans la formation des citoyens. Et si les citoyens ont eu une institution familiale forte, s'ils ont eu des bonnes bases à l'école, autant au secondaire qu'à l'université, de même que les médias accompagnent, c'est vrai que les médias revendiquent davantage un soutien pour qu'ils puissent avoir les moyens d'informer, puisqu'ils puissent avoir les moyens de s'autonomiser, mais leur rôle est incontournable. Leur rôle est incontournable, et si ces facteurs-là sont mis en commun, naturellement, le niveau du respect des institutions va être amélioré, parce qu'il y a un peu de laisser-aller, il y a un peu de l'ignorance. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui suivent la cadence ambiante qui est dans le buzz. C'est-à-dire que c'est celui-là qui va le plus avoir des likes qui est le plus respecté. La preuve, il paraît que Facebook paye les gens qui ont eu 1 million de vues. Exactement. Donc, les gens font créent des contenus qui visent justement à obtenir le plus grand nombre de likes. Mais l'État a les moyens justement de contrôler les réseaux sociaux de manière à ce que l'accès soit réglementé et immédiatement interrompu quand on voit qu'il y a une information grave qui est diffusée. La preuve, il y a un citoyen français qui a insulté Nicolas Sarkozy en son temps. En 15 minutes, on l'avait retrouvé. On l'avait retrouvé. Justement parce qu'effectivement, l'État joue son rôle d'accompagnement. La liberté, elle est bonne, mais elle doit toujours être accompagnée. Elle doit toujours être encadrée, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans le règne de la loi. Il n'y a pas de démocratie sans un cadre juridique qui accompagne l'expression des libertés. C'est entendu. Alors, professeur Justine Diffot, quels sont les dangers aujourd'hui d'une érosion progressive du respect de ces institutions démocratiques ? Le danger de cette érosion, c'est justement se laisser aller qu'on remarque dans tous les domaines, au point de toucher à l'institution sacrée qui est le président de la République. J'ai envie de dire, le grand frère Xavier Messé a dit tout à l'heure, on court après le scoop. Oui, je suis d'accord que celui qui fait la belle une et en premier, son journal sera acheté, on lui fera plus confiance si c'est une bonne information et si l'information est avérée. Mais si, à contrario, il s'agit d'une fausse information, comme c'est le cas, n'est-ce pas, on tombe là systématiquement et inéluctablement dans la diffamation. Le droit qualifie cela de diffamation. Alors, l'érosion commence quand et continue comment? Lorsque, oui, nous organisons des plateaux comme ceux-ci pour socialiser,
pour communiquer, pour dire ce qu'on n'aurait pas dû faire. Mais l'État gendarme, l'État facilitateur, la peur du gendarme progressivement disparaît. Je parie ici et maintenant que si on décidait de mettre la main sur quelques-uns en flagrant délit de diffamation, c'est le chef de l'État encore qui dirait, parce que du haut de son âge, que nous respectons, c'est lui qui dira non, il faut le laisser, il est épris de clémence, il est compréhensif, il est pacifique, il est tolérant. Il dirait non, n'accordez pas de l'importance à ces choses. L'affaire va disparaître elle-même, n'est-ce pas, présenter. Il faut afficher l'indifférence. Je suis d'accord, mais le Camerounais, à force de le laisser, n'est-ce pas, il va croire que tout lui est permis. J'ai entendu quelqu'un dire, oh, qu'est-ce qu'on va nous faire? Nous sommes à la veille de l'année électorale, ils ne feront rien. Oui, mais il faut bien que le droit, qui est un des piliers de la justice, qui est un instrument de justice. Voyez-vous, on caricature le chef de l'État, une caricature dégradante, dénigrante. Où est la dignité humaine, n'est-ce pas? Il faudrait, c'est un souhait qui s'arrête là, ce n'est qu'un souhait, mais vous avez parlé d'érosion. Ce mot est bien arrivé parce que il y a risque d'érosion à force de ne rien faire. Même pour effrayer, même pour dire aux gens, attendez, nous sommes dans une institution républicaine, les lois existent, ce que vous venez de faire, le droit qualifie cela de diffamation. Il faudrait répondre de vos actes et la responsabilité pénale, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Et les auteurs dans les journaux, aussi bien dans les journaux que dans les réseaux sociaux, nous sommes sortis du grand dialogue national. Il y a bien eu une loi sur la prévention et la lutte, n'est-ce pas, contre les discours de haine. Là, c'est un discours de haine sur une autorité, même pas sur un citoyen lambda comme nous, les no-name, sur une autorité, sur une institution. Donc, je pense qu'il faudrait prendre la mesure de la situation et faire quelque chose. Alors, professeur Olivier Billet, président de Les Libérateurs, aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus mis en avant ou alors sont beaucoup plus confrontés à ces fausses informations qui circulent dans des terminaux mobiles, etc. Comment ces jeunes-là peuvent notamment contribuer au respect et à la défense des institutions démocratiques? Alors, vous avez raison, parce que les jeunes, effectivement, sont au cœur de la vie médiatique, et notamment au cœur de ce que quelqu'un appelait l'explosion de la communication qui accourt aujourd'hui dans l'espace monde, dans notre espace habité global, n'est-ce pas? Et ils sont en première ligne parce que c'est devenu en réalité leur premier outil à la fois d'information, de divertissement, etc., etc. Donc, les jeunes sont plus vraiment dans les médias classiques. Quand vous regardez dans nos maisons, les enfants, ils ont leur téléphone dans leur chambre, chacun suit ce qu'il suit. Et j'ai l'impression qu'il y a, si vous voulez, une sorte de dynamique, on va dire en quelque sorte, je ne vais pas être fataliste, mais il y a quelque chose qui se passe et qui dépasse tout ce qu'on pourrait mettre comme mécanisme de prévention pour empêcher que ne circule un certain type d'information. Ça me paraît totalement illusoire et vain. C'est vain. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut en effet, je crois, qu'il y ait du réarmement moral dans les familles. Je suis d'accord avec ce principe. Il faut du réarmement moral dans la société. Il faut que des dynamiques de socialisation nouvelles se mettent en place pour que précisément les enfants, très tôt, apprennent à respecter l'autorité. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, devrait être inscrit dans le cadre véritablement d'une vision politique, au sens total du terme. Véritable. Voilà, donc il y a cela. Parce que, croyez-moi, nous voulons tous que les choses se passent bien, dans le fond. On n'est pas fiers de ce qu'on a pu voir là, du tout. Il faut également que nos enfants apprennent cela. Mais je pense aussi qu'il faudrait que nous, les adultes, nous, les aînés, que nous comprenions, surtout nous qui sommes en politique, comme le disait mon ami Xavier, que au fond, chers collègues, que tout de même, nous sachions aussi
gérer ce qu'on appelle la source d'information. Il faudrait sans doute que, parce que ce qui s'est passé là, on aurait pu évidemment en faire totalement, on aurait pu l'éviter. S'il y avait, je crois, un minimum d'informations autour de la santé du chef de l'État, j'ai le sentiment qu'on n'aurait pas été dans tous ces délires-là, en réalité. Parce que les Camerounais, manifestement, ils aiment leur président. Chacun a pu le voir quand il est arrivé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la possibilité d'avoir un maximum d'informations sur leur président? C'est, je crois, quelque chose qui a été fondamentalement à l'origine du problème et qui mérite sans doute aussi qu'on l'adresse de la manière la plus sereine qui soit. Parce que tout le monde peut être dans une situation... C'est votre mot de fin? Oui, je terminerai peut-être en disant que, en effet, il faut qu'un arsenal de mesures soit pris. Vous savez, une société, pour moi, c'est une totalité. Il y a la responsabilité qui vient des masses populaires, qui vient des plus jeunes, qui vient des moins jeunes, qui vient des médias, qui vient des institutions même, des acteurs du monde institutionnel. Il y a la responsabilité qui vient même des politiques. Donc, il me semble que si nous avons la capacité, la sagesse, ensemble, la sagesse qui consiste à gérer tout ça avec intelligence et avec correction, je suis convaincu que nous mettrions sans doute le Cameroun à l'abri d'un certain nombre de soucis. Xavier Monsieur, votre mot de fin. Merci, je voulais emprunter à Olivier ce qu'il venait de dire qui est à mon avis très important. Chaque situation que nous traversons, que ce soit une personne individuelle, que ce soit une collectivité comme le Cameroun, c'est une situation difficile, doit servir de leçon. Si on ne tire pas les leçons et puis pour se dire comment, si se reproduit une telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait absolument éviter ce genre de choses et prendre des dispositions qui s'imposent pour que cela ne nous arrive plus. Vous êtes entendu, professeur Justine Difo, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est la socialisation. Nous devons améliorer notre système d'éducation, notre système de sensibilisation des masses. Pourquoi ne pas avoir une émission à la CATV sur le réarmement moral? Il y a la minute de l'éducation sociale, il y a la minute de la régulation à l'ART, il y a la minute citoyenne, il y a la minute d'Elections Cameroun. On peut créer une émission, comme ça, une émission sur la minute du réarmement social. C'est qui passe juste avant, au prime time, comme vous appelez, juste avant le grand journal, pour que à chaque fois les gens que ça cogne et qu'à chaque fois les jeunes surtout et tous les acteurs sociaux se souviennent que voilà ce qui est essentiel pour nous, voilà la ligne rouge à ne pas franchir parce que la citoyenneté c'est ceci, c'est cela, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, voilà les actes à éviter. Professeur Aboya Manassé, en conclusion. En conclusion, les institutions qui nous gouvernent sont le produit de la volonté populaire. Donc nous devons croire à ces institutions-là et contribuer à ce qu'elles soient davantage renforcées. Parce que quand les institutions sont fortes, les populations sont en sécurité. Et si nous n'avions pas des institutions fortes, robustes, stables, le Cameroun aurait basculé. Donc moi je pense que nous devons militer davantage à renforcer ces institutions. Et comme, pour paraphraser le président de la République, les hommes passent, mais les institutions demeurent. Donc, ces institutions-là sont faites non seulement pour nous, mais pour la postérité et pour les générations futures. Donc, nous devons y mettre toute notre énergie à les renforcer, à les solidifier et à œuvrer en sorte qu'au-delà de nos volontés partisanes, nous avons une zone de convergence vers la République, vers le patriotisme, vers le nationalisme. Et donc, mon ami Olivier, on se retrouve un peu plus devant au niveau du respect Merci de la donc République. à vos quatre d'être passés sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du mercredi 23 octobre 2024. Les programmes de CRTV News se poursuivent. Restez scotchés.